Maman, je crois qu'il vaut mieux que tu commences à chercher un autre endroit où vivre. Il l'a dit comme ça, avec ce calme qui fait plus mal qu'un cri. Dans le salon de la maison que j'ai aidé à acheter, avec l'argent que j'ai mis de côté en cousant les vêtements des autres pendant des années. Amélie était à ses côtés. Elle n'a rien dit. Elle a continué à regarder son portable, à glisser son doigt sur l'écran, à tourner la tête de l'autre côté. Madame Lucille, ma voisine depuis près de 20 ans, était assise sur la chaise près de la fenêtre. Elle a tout entendu. Elle n'a pas levé les yeux du sol. Le soleil de l'après-midi entrait par la fenêtre du salon. Ce soleil que j'ai toujours aimé. À ce moment-là, je n'ai rien ressenti. J'ai pris mon sac sur la chaise, le sac en cuir marron que René m'a offert avant de mourir, et je l'ai tenu à 2 mains. Je me suis mise debout. Je ne me suis pas assise, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. À l'extérieur, j'étais silencieuse. À l'intérieur, c'était comme si 30 ans s'étaient effondrés d'un seul coup. Vous savez, quand vous réalisez que la personne que vous avez le plus aimée au monde vous regarde comme si vous étiez un fardeau, ce n'est pas une douleur que l'on peut expliquer. C'est une douleur que l'on ressent dans la poitrine et que l'on porte en silence. J'ai renoncé à des traitements médicaux pour payer sa faculté. J'ai passé des années sans prendre de vacances pour qu'il ne manque de rien. Ce que Julien ne savait pas, et Amélie encore moins, c'est que je ne suis pas sortie de ce salon les mains vides. Attendez un peu, vous n'avez pas encore entendu le pire. J'ai été couturière toute ma vie. J'ai commencé à 17 ans, dans un atelier au fond d'une cour, en apprenant à faire des ourlets et à coudre des boutons. Avec le temps, j'ai commencé à prendre des commandes de robes de mariée, de tenues de soirée, d'uniformes d'entreprise. Il n'y avait aucun glamour là-dedans. C'était l'aiguille, le fil et les heures supplémentaires. René était chauffeur routier. Nous n'avions pas grand-chose, mais nous avions le nécessaire. Nous avons construit une vie ensemble comme nous l'avons pu, sans rien hériter de personne. Quand Julien est né, nous avons juré qu'il aurait plus que ce que nous avions eu. Et j'ai tenu ce serment de mes propres mains. Quand il avait 15 ans, René est parti, une crise cardiaque. À l'aube, sans prévenir. Je me suis retrouvée seule avec un fils adolescent, une machine à coudre et une maison construite à moitié. Je n'ai pas eu le temps de m'effondrer. J'avais besoin de travailler. Les années suivantes, j'ai cousu le matin, l'après-midi et le soir. Je lui ai payé des classes préparatoires, la fac, un séjour linguistique. Une fois, j'ai repoussé de 2 ans des soins chez le dentiste parce que l'argent devait suffire pour ses frais de scolarité. Une autre fois, j'ai vendu l'armoire de ma chambre pour couvrir des frais d'inscription. Il ne l'a jamais su. Nous étions très unis. Il m'appelait, me racontait ses choses, me demandait des conseils. Quand il a obtenu son diplôme, il a pleuré dans mes bras. Puis il a rencontré Amélie. Au début, je n'y ai vu aucun mal. Elle était polie, bien apprêtée, issue d'une famille d'une autre ville. Je l'ai même bien aimée au départ. J'ai fait l'effort de bien la recevoir, de cuisiner pour elle, de la traiter comme une fille. Mais avec le temps, j'ai commencé à remarquer de petites choses. Elle ne me regardait pas dans les yeux quand je parlais, me répondait à la hâte, sortait de la pièce quand j'y entrais. Julien ne s'en est pas rendu compte, ou n'a pas voulu s'en rendre compte. Et moi, qui ai passé ma vie entière à ravaler des choses difficiles pour ne blesser personne, j'ai ravalé ça aussi. Sauf que cette fois, au fond de moi, j'ai senti que c'était différent. J'ai emménagé chez Julien 6 mois après son mariage. Ce n'était pas mon idée. C'est lui qui me l'a demandé. Il a dit que la maison était grande, que j'étais seule, que c'était logique. J'y suis allée parce qu'il me l'a demandé. Parce que c'était mon fils. Au début, les choses fonctionnaient. Je cuisinais, je nettoyais, je restais dans mon coin, j'essayais de ne pas prendre trop de place, mais c'est là que ça a commencé. Ce n'est pas venu d'un seul coup. Ça s'est fait petit à petit, si doucement que je finissais par croire que j'exagérais. La première chose que j'ai remarquée, c'était au petit déjeuner. Amélie a commencé à faire du café seulement pour elle et pour Julien. Elle laissait la cafetière vide. Elle ne disait rien, elle ne s'expliquait pas. Elle préparait juste pour 2. Si j'en voulais, je devais me débrouiller. J'ai commencé à me réveiller plus tôt pour faire mon propre café avant qu'il ne descende. Je n'ai fait aucun commentaire. Ensuite, c'était la télévision du salon. J'avais l'habitude de regarder le journal télévisé le soir. Un jour, je suis descendue
Et Amélie était sur le canapé. Elle n'a rien dit, elle ne s'est pas décalée, elle ne m'a pas offert de place. Elle est restée allongée, avec les pieds sur le canapé, la télécommande à la main, regardant l'écran comme si je n'existais pas. Je suis retournée dans ma chambre. Je suis restée allongée sur mon lit dans le noir, à écouter le bruit de la télévision en bas. Face à cela, Julien n'a pas dit un mot. Il y a eu un après-midi où la sœur d'Amélie est venue en visite avec les enfants. La maison s'est remplie. Il y a eu des rires. Ils ont fait un barbecue dans le jardin. Je suis restée toute la journée dans ma chambre. Personne n'est monté pour m'appeler. Personne n'a frappé à ma porte. Quand je suis descendue chercher un verre d'eau, Amélie m'a regardée avec l'air de quelqu'un qui ne s'attendait pas à me voir là. J'ai pris le verre, j'ai dit bonjour et je suis remontée. Avec le temps, j'ai réalisé qu'on ne me prévenait plus de rien. S'il y avait des visites, je ne le savais pas. S'ils changèrent de programme le week-end, je ne le savais pas. Une fois, j'ai fait à manger pour 3 parce que je pensais qu'ils dîneraient à la maison. Ils sont allés au restaurant et ne m'ont rien dit. La nourriture est restée dans la marmite jusqu'au lendemain. Je ne me suis pas disputée. Je ne me suis pas plainte. Mais j'ai commencé à faire attention. J'ai commencé à remarquer les jours, quand ils sortaient sans prévenir, quand Amélie faisait la grimace si je passais trop de temps dans la cuisine, quand Julien changeait de sujet si j'essayais de parler de quoi que ce soit qui n'était pas banal. Il était différent. Il n'était plus le même fils qui avait pleuré sur mes genoux quand il avait eu son diplôme. Il était devenu distant, pressé, avec une façon de me répondre qui ressemblait plus à une obligation qu'à une volonté. Une fois, j'ai essayé de parler avec lui de ce que je ressentais. J'ai choisi un moment qui semblait opportun, un samedi matin, juste nous deux dans la cuisine. Je lui ai parlé avec calme. Je lui ai dit que je me sentais un peu mise de côté, que je voulais comprendre si j'avais fait quelque chose de mal. Il m'a écoutée, il a regardé son portable pendant que je parlais, et quand j'ai fini, il m'a dit « Maman, tu t'inventes des problèmes là où il n'y en a pas. » Et il est allé chercher le jus de fruits dans le frigo. Ça m'a blessée d'une façon à laquelle je ne m'attendais pas. Ce n'était pas sa réponse, c'était son ton. C'était le ton de quelqu'un qui répond à une enfant pénible qui n'arrête pas de se plaindre. Je n'ai rien répondu. J'ai lavé ma tasse et je suis sortie de la cuisine. À partir de là, j'ai arrêté d'essayer de parler. Et j'ai commencé à observer. J'ai commencé à faire attention à des choses que je laissais passer avant. Amélie prenait dans le frigo des choses que j'avais achetées sans le demander. Elle ne les remplaçait jamais. Une fois, j'ai mis de côté un morceau de fromage pour moi. Je l'ai laissé emballer avec mon nom sur un papier. Quand je suis allée le chercher, il avait disparu. J'ai demandé prudemment. Amélie a dit qu'elle n'avait vu aucun papier. Ce n'était pas le fromage, c'était le message. Une autre semaine, j'ai appris par Madame Lucille que Julien avait déjeuné avec des cousins le dimanche. Des cousins que je connaissais depuis qu'ils étaient enfants. Je n'ai pas été invitée. Je n'ai pas été prévenue. Je l'ai su par la voisine. Je me suis tue. Mais je l'ai gardé pour moi. Il y a eu une nuit où je suis descendue très tard pour boire de l'eau et je les ai entendus parler à voix basse dans la cuisine. Ils ne se disputaient pas. Ils planifiaient. Je n'ai pas tout compris, mais j'ai entendu Amélie dire quelque chose à propos du nom, et tant qu'il est encore temps. Julien lui a répondu qu'il allait régler ça. Je suis retournée dans ma chambre avec le cœur qui battait la chamade. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée à fixer le plafond en assemblant les pièces. L'éloignement, l'exclusion, les choses que j'entendais à moitié. La façon dont elle avait mentionné le nom avec cette urgence discrète dans la voix. Puis je me suis souvenue des papiers, de la maison, de la succession qui n'avait jamais été bien clôturée après la mort de René. Je ne savais pas encore ce qui se passait, mais quelque chose en moi m'a dit de ne plus attendre. Le lendemain, pendant qu'ils étaient sortis, je suis allée dans ma chambre, j'ai ouvert le tiroir où je gardais mes vieux papiers et j'ai commencé à tout lire avec calme. Un par un. Je ne savais pas encore ce que je cherchais, mais je savais qu'il fallait que je le trouve. J'ai passé 2 nuits à lire ces documents. Il y avait là des choses que je n'avais pas touchées depuis des années. L'acte de propriété de la maison, le registre du terrain que René avait laissé à l'arrière de la propriété de sa famille, la procédure de succession qui avait été ouverte quand il est mort et qui n'avait jamais été bien finalisée parce que je n'avais pas l'argent pour un avocat à l'époque.
Je me souviens qu'à cette époque, un neveu de René m'avait dit de ne pas m'inquiéter, que ça se réglerait tout seul avec le temps. J'étais fraîchement veuve, j'étais détruite, avec Julien encore tout petit. J'ai signé ce qu'on m'a demandé de signer sans bien le lire. J'ai fait confiance. Maintenant, avec ces papiers en main, j'ai commencé à tout relire avec une attention que je n'avais pas eue auparavant. Et c'est là que je l'ai vu. Il y avait une ancienne procuration. Avec ma signature. Donnant des pouvoirs à un nom que j'ai eu du mal à reconnaître au début. Je suis restée à fixer ce nom pendant une bonne minute, jusqu'à ce que je réalise. C'était un cousin de Julien. Un garçon avec qui je n'avais jamais été familière, qui apparaissait de temps en temps aux fêtes de famille et qui disparaissait ensuite. Je ne me souvenais pas d'avoir signé ça, mais c'était là, avec mon écriture, datée d'il y a presque 4 ans. Il y a 4 ans, c'était exactement le moment où Amélie était entrée dans la vie de Julien. J'ai fermé les documents, je me suis approchée de la fenêtre et j'ai regardé la rue pendant un moment. Je n'ai pas paniqué, je n'ai pas pleuré. J'ai senti un vide dans l'estomac, mais j'ai respiré profondément et je me suis mise à réfléchir. Les jours suivants, j'ai commencé à faire attention à des choses qui m'étaient égales avant. Quand Julien sortait seul tôt le matin, sans expliquer où il allait. Quand Amélie restait au téléphone avec la porte de sa chambre fermée et la voix basse. Une fois, elle a raccroché quand je suis passée dans le couloir et elle m'a regardée avec cette expression de quelqu'un qui a été pris en flagrant délit, mais qui ne l'admettra pas. Je suis passé mon chemin et je n'ai rien dit. Mais un samedi matin, alors qu'ils étaient tous les deux sortis ensemble, j'ai pris mon portable et j'ai appelé une amie de longue date, Catherine, qui travaillait dans une étude notariale de la ville. Je ne lui ai pas demandé de conseil. Je lui ai juste demandé, de manière générale, s'il était possible de faire bouger une ancienne succession sans que l'héritier principal ne le sache. Elle est restée silencieuse pendant 1 seconde. Puis elle m'a dit « Madeleine, ça dépend de la façon dont les documents ont été signés à l'époque. S'il y a une procuration avec des pouvoirs étendus, on peut faire beaucoup de choses. » Je l'ai remerciée et j'ai raccroché. Je suis restée assise sur le lit pendant un bon moment. Je n'étais pas encore sûre de ce qui se passait. Mais j'avais assez d'éléments pour comprendre que quelque chose se tramait dans mon dos, avec mes propres documents, avec mon propre nom. Le terrain que René avait laissé n'était pas grand, mais il était bien situé. Avec le temps, cette zone s'était développée. Elle était devenue une zone commerciale. J'avais entendu des commentaires disant que la valeur de ce terrain avait énormément augmenté. Je n'avais jamais fait de suivi parce que je n'en avais jamais eu un besoin urgent et parce que je croyais que l'affaire était réglée. Maintenant, je commençais à comprendre que ce n'était pas le cas. Un après-midi où j'étais seule à la maison, j'ai rassemblé tous les papiers que j'avais, je les ai mis dans un sac et je suis allée jusqu'à la maison de ma sœur aînée, Thérèse, qui habitait à 3 quartiers de là. Je n'ai rien dit à Julien. Je lui ai juste dit que j'allais faire un tour. J'ai laissé les documents à Thérèse. Je lui ai demandé de me les garder sans poser de questions pour le moment. Elle m'a regardée avec ce visage de sœur aînée qui sait que quelque chose ne va pas, mais qui respecte le temps de l'autre. « C'est à l'abri », m'a-t-elle dit. Je suis rentrée à la maison comme si de rien n'était. Je me suis assise sur la chaise de ma chambre, j'ai pris une chaussette qui était à moitié raccommodée et je me suis mise à coudre doucement. À l'extérieur, j'avais l'air de la même Madeleine que d'habitude. Silencieuse, occupée avec ses mains, ne causant pas de problème. À l'intérieur, j'avais déjà pris une décision. Je n'allais pas permettre que René ait travaillé toute sa vie pour me laisser quelque chose, et que je le remette sur un plateau d'argent à ceux qui n'avaient jamais ajouté un seul jour à ma vie. Je n'allais pas encore me battre. Je n'allais pas encore poser de questions. Je n'allais pas montrer que je savais. Mais j'étais déjà en train de tout emmagasiner. Chaque détail, chaque date, chaque nom. Et j'attendais le moment opportun. C'était un dimanche, lors d'un déjeuner de famille. C'est Amélie qui l'avait organisé. Elle a envoyé des messages à tout le monde, elle a choisi le menu, elle a fait une jolie table. Elle a invité les oncles de Julien, 2 belles-sœurs, des cousins que je n'avais pas vus depuis longtemps. La maison s'est remplie de monde, de bruit d'enfants, de discussions. J'étais invitée. Cette fois-ci, oui. Et ça m'a paru bizarre, parce que je m'étais déjà habituée à être laissée de côté. Mais j'y suis allée.
J'ai aidé à dresser la table, j'ai apporté un dessert que j'avais préparé moi-même, j'ai salué tout le monde avec ce soin de quelqu'un qui a été éduqué pour bien traiter les invités. Le déjeuner s'est déroulé normalement. Des discussions de famille, d'anciennes anecdotes, des rires. J'étais assise dans un coin de la table, entre la belle-sœur aînée de Julien et une nièce que je connaissais à peine. C'était après le dessert. Julien a tapoté le bord de son verre, de cette façon qu'ont ceux qui s'apprêtent à porter un toast ou à faire une annonce. Le volume des conversations a baissé. Tout le monde l'a regardé. Il souriait, un sourire que je ne lui avais jamais vu, ce sourire de quelqu'un qui a répété. « Profitant que toute la famille est ici, a-t-il commencé, Amélie et moi voulions vous annoncer une nouvelle. » Je me suis redressée sur ma chaise sans savoir ce qui arrivait. Nous avons décidé de rénover la maison. Nous allons changer pas mal de choses. Et pour faciliter tout ça, ma mère va s'installer dans un endroit plus calme, plus petit, plus facile à entretenir. Nous avons même déjà vu une chambre dans une pension de famille, ici tout près, très accueillante. Il l'a dit comme ça, avec cette voix de présentateur, comme si c'était une bonne nouvelle. Comme s'il me rendait service. Amélie, assise à côté de lui, a esquissé un sourire crispé et a pris son verre de jus de fruits à 2 mains. La table est restée silencieuse pendant 2 ou 3 secondes. Puis quelqu'un s'est raclé la gorge. Une des belles-sœurs a regardé son assiette. L'oncle le plus âgé de Julien m'a fixé pendant un instant et a détourné le regard. Personne n'a rien dit. Personne. Moi, j'ai regardé la table. La nappe blanche que j'avais moi-même aidé à mettre un peu plus tôt. L'assiette avec les restes du dessert que j'avais préparé à l'aube pour la porter. J'ai senti la chaleur me monter au visage. Ce n'était pas de la colère, c'était de la honte. De ce genre de honte qui ne vous appartient pas, mais qui vous étouffe quand même. J'avais 63 ans. J'avais cousu pendant des décennies pour élever cet homme. J'avais vendu des meubles, repoussé mon dentiste, renoncé à des choses que je ne vais même pas énumérer. Et maintenant, il était assis en bout de table, devant toute la famille, en annonçant qu'il m'enverrait dans une chambre louée comme si j'étais un meuble qu'il fallait replacer dans la maison. Et personne n'a rien dit. J'ai respiré profondément, doucement, une seule fois. J'ai pris la serviette sur mes genoux, je l'ai pliée avec soin et je l'ai posée à côté de l'assiette. Je me suis levée. J'ai remercié pour le repas. D'une voix ferme, sans trembler. Je l'ai regardée elle, j'ai fait un signe de tête général à la table et j'ai attrapé mon sac. Amélie m'a regardée avec cette expression de quelqu'un qui ne s'attendait pas à ce que je parte si vite. Je crois qu'elle s'attendait à des larmes, ou à une dispute, ou à ce que je reste assise à ravaler ma salive jusqu'à la fin. Je ne lui ai pas fait ce plaisir. Je suis sortie par la porte principale, je suis descendue sur le trottoir, et je ne me suis arrêtée que lorsque j'ai tourné au coin de la rue. Là, je me suis arrêtée. Je me suis appuyée contre le mur. J'ai fermé les yeux pendant une seconde. Je n'ai pas pleuré à ce moment-là. J'ai pleuré plus tard, dans ma chambre, toute seule, la porte fermée et la lumière éteinte. Mais à ce coin de rue, les yeux fermés, j'ai aussi pris la décision la plus importante de ma vie. Il s'était trompé. Il s'était trompé devant tout le monde. Et maintenant, il n'y avait plus de retour en arrière. Les 3 jours suivants, je ne suis presque pas sortie de ma chambre. Ce n'était pas de la faiblesse. C'était cette fatigue profonde qui ne vient pas du travail, qui vient de l'intérieur. Le genre de fatigue que l'on ressent quand on arrête enfin de porter quelque chose de lourd qui vous blessait déjà depuis longtemps. Je restais allongée l'après-midi à regarder le plafond. Je me levais, je prenais un café, je retournais me coucher. Je n'avais pas faim. Je n'avais envie de parler à personne. Julien a frappé à la porte une fois. Il a ouvert sans attendre de réponse et m'a demandé si j'allais bien. Je lui ai dit que oui, j'allais bien. Il est resté sur le seuil pendant environ 3 secondes, il a regardé la chambre et il est parti. Il n'a rien demandé de plus. Cette semaine-là, Amélie a été plus détendue que jamais. Elle fredonnait dans la cuisine. Elle passait son temps au téléphone à rire aux éclats. Elle avait l'air de quelqu'un qui a résolu un problème qui la dérangeait depuis longtemps. Et moi, allongée dans ma chambre, j'ai laissé tout cela se décanter. Il y a eu un matin où je me suis réveillée différente. Je ne me sentais pas joyeuse ni animée, mais ferme.
avec cette fermeté qui arrive quand on arrête de se demander si on mérite ou non ce qui se passe et qu'on commence à penser à ce qu'on va faire à partir de ce moment-là. Je me suis levée, je me suis douchée, je me suis préparée comme si j'allais sortir, et je me suis assise au bord du lit. J'ai pris un vieux carnet que j'utilisais pour noter les mesures de couture et je l'ai ouvert à une page blanche. J'ai commencé à écrire, pas d'une manière organisée, juste en vidant tout ce dont je me souvenais, par ordre chronologique. La procuration avec mon nom que je ne me souvenais pas d'avoir signé. La conversation de nuit que j'avais entendue à moitié, où Amélie parlait du nom, et tant qu'il est encore temps. Les documents que j'avais apportés à Thérèse pour qu'elle les garde. Le nom du cousin de Julien qui figurait sur cette procuration. J'ai tout écrit. Les dates approximatives, les noms, ce que j'avais entendu, ce que j'avais vu, ce que je sentais qui ne collait pas. Quand j'ai eu fini, j'ai regardé cette page et j'ai réalisé qu'il y avait beaucoup plus de choses que ce que je pensais. Ce jour-là même, j'ai appelé Thérèse. Je lui ai demandé de séparer les papiers que je lui avais laissés et de les relire avec moi au téléphone, un par un, avec calme. Nous sommes restés presque 2 heures au téléphone. Elle lisait et je notais. C'est là que Thérèse m'a dit quelque chose qui m'a paralysé le cœur pendant 1 seconde. « Madeleine, ce terrain qui apparaît dans la succession. Tu sais qu'un promoteur immobilier a commencé à acheter des parcelles dans cette zone l'année dernière, n'est-ce pas ?» Je ne le savais pas. Je te le dis parce que mon voisin a vendu un bout de terre par là et il m'a raconté qu'ils l'ont très bien payé. Ce terrain de René doit valoir beaucoup d'argent maintenant. Je suis restée silencieuse. Tout a commencé à prendre sens d'une manière que je ne voulais pas. Il ne s'agissait pas seulement de me sortir de la maison. C'était pour le terrain. C'était pour la succession qui n'avait jamais été clôturée. Il s'agissait d'une fenêtre qui était ouverte depuis des années, avec mon nom sur des documents que je ne contrôlais plus, et quelqu'un de l'autre côté qui voulait s'y faufiler avant que je ne m'en rende compte. J'ai raccroché le téléphone. Je suis allée vers la fenêtre de la chambre et j'ai regardé la cour pendant un bon moment. René avait acheté ce terrain au début de notre mariage. Il avait dit que c'était pour l'avenir, qu'un jour nous construirions quelque chose là pour le laisser à Julien. Il est mort avant de pouvoir faire quoi que ce soit avec ce morceau de terre. Et moi, détruite par le veuvage, avec un fils à élever et des factures à payer, j'ai laissé la succession à l'arrêt, incomplète, en faisant confiance à des gens qui ne méritaient pas ma confiance. J'ai ressenti de la colère, cette colère silencieuse qui ne crie pas. Mais j'ai aussi ressenti autre chose, une clarté. Parce que pendant qu'il m'excluait du déjeuner familial et m'envoyait dans une chambre louée, je restais l'héritière principale. La succession n'avait jamais été conclue de la manière dont ils en avaient besoin pour faire ce qu'ils voulaient faire. Et tant que ce ne serait pas le cas, j'avais des droits. Je suis allée au tiroir, j'ai rassemblé tout ce que j'avais mis de côté, je l'ai mis dans une pochette que j'ai achetée à la papeterie du coin et je l'ai organisée par type de document. Les documents originaux d'un côté, mes notes de l'autre, la copie de la procuration au milieu, séparée par un morceau de papier. Je suis restée à regarder cette pochette fermée sur mon lit. C'était peu, mais c'était suffisant pour commencer. J'avais besoin de quelqu'un qui s'y connaissait en papier, en études notariales, en procédure de succession. Ce n'était pas Catherine, qui avait travaillé chez le notaire, mais qui n'était pas avocate. Ce n'était pas Thérèse, qui m'aimait énormément mais qui ne connaissait rien aux lois. J'avais besoin de quelqu'un de l'extérieur. Quelqu'un qui ne connaissait pas Julien, qui n'avait rien à perdre ni rien à gagner à part m'aider. Cette semaine-là, je suis restée silencieuse, à les observer tous les deux comme toujours. Mais maintenant, c'était différent. Avant, je les observais parce que j'essayais de comprendre ce qui se passait. Maintenant, je les observais parce que je savais déjà tout. Et chaque détail que je voyais me confirmait ce que j'avais moi-même déjà déduit. Un après-midi, Amélie a reçu un appel et est sortie dans la cour pour répondre. Elle a passé son temps à faire les 100 pas, à parler tout bas, à gesticuler beaucoup. Quand elle est revenue, elle avait cette expression de quelqu'un qui est pressé de résoudre quelque chose immédiatement. J'étais dans la cuisine en train de laver ma tasse. Elle est passée à côté de moi sans même me regarder. Je me suis essuyé les mains dans le torchon très lentement. Le lendemain matin, avant qu'il ne se réveille, je me suis levée tôt, je me suis habillée, j'ai pris la pochette.
Je l'ai mise dans le sac en cuir marron de René et je suis sortie de la maison. Je n'ai laissé aucun mot. Je n'ai prévenu personne. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, je me suis assise sur le banc en plastique orange avec le sac sur mes genoux et j'ai attendu. Je ne savais pas encore avec exactitude ce que je m'attendais à trouver. Mais je savais très bien vers où je me dirigeais. Et cette fois, je n'allais pas revenir les mains vides. L'amie de l'église s'appelait Nadine. Nous nous connaissions depuis près de 15 ans, de ces amitiés qui n'ont pas besoin de visites toutes les semaines pour être sincères. Quand je l'ai appelée ce matin-là, elle a répondu à la 2e sonnerie. Je ne lui ai pas donné beaucoup d'explications, je lui ai juste dit que j'avais un problème grave lié à des documents et à une succession, et que j'avais besoin de quelqu'un d'entière confiance, quelqu'un qui savait vraiment ce qu'il faisait. Elle n'a pas hésité. Parle à Maître Girard. Il m'a aidé quand mon frère est décédé et que la famille a voulu me la faire à l'envers. Ce monsieur sait ce qu'il fait. Elle m'a donné son numéro. Je l'ai noté dans mon carnet de couture, en dessous des notes que j'avais déjà prises. Je l'ai appelé le jour même. Maître Girard a répondu avec une voix calme, posée, la voix d'un homme mûr qui n'est pas pressé. Je lui ai dit que j'appelais de la part de Nadine. Il l'a reconnue par son nom immédiatement et m'a dit de venir à son cabinet le jeudi matin, qu'il me recevrait avant son premier rendez-vous. Le jeudi, je suis arrivée 10 minutes en avance. Son cabinet était simple, dans une rue très calme, avec une plaque discrète sur la porte et une secrétaire d'un certain âge qui m'a offert un café avant de m'asseoir. Maître Girard est entré dans le bureau en portant un porte-documents fin. Des cheveux blancs, des lunettes de vue, une veste qui avait déjà de nombreuses années d'utilisation. Mais ses yeux étaient très attentifs. Ce type d'attention qui n'a pas besoin de faire du bruit pour prouver qu'il est en alerte. J'ai ouvert mon sac, j'ai sorti la pochette et je l'ai posée sur le bureau. « Je vous écoute », m'a-t-il dit. Et j'ai parlé. Je lui ai tout raconté. Depuis la mort de René, la succession inachevée, la procuration à mon nom, la discussion de la nuit, le repas de famille, jusqu'à l'annonce de la chambre en location. Je lui ai dit sans pleurer, sans tourner autour du pot, de la même façon que je l'avais répété mentalement dans le bus. Il m'a écouté sans m'interrompre. De temps en temps, il notait quelque chose sur un bloc-notes jaune. Quand j'ai fini de parler, il est resté silencieux quelques secondes. Il a pris la copie de la procuration, il a ajusté ses lunettes et il l'a lue avec calme. Ensuite, il m'a regardé par-dessus ses lunettes et m'a dit « Madame Madeleine, ce que vous m'apportez ici est grave, mais il y a une solution. » Il me l'a expliqué doucement, sans termes d'avocat compliqués, exactement comme j'avais besoin de l'entendre. La succession n'avait jamais été homologuée. Cela signifiait que légalement, le terrain et les biens de René étaient toujours en cours de répartition. Cette procuration qui portait mon nom était ancienne et octroyait de larges pouvoirs, mais pour faire bouger un bien immobilier dans le cadre d'une succession ouverte, il fallait la participation directe de l'héritière principale sur les actes, ou alors une falsification. Et s'il y avait eu la moindre tentative de mouvement irrégulier, cela aurait forcément laissé une trace chez le notaire. « Vous avez un fils unique dans cette succession ?»« Seulement Julien, ai-je répondu. Il l'a noté. Alors vous et lui êtes les 2 seuls héritiers, et sans votre signature, rien ne bouge. À moins que quelqu'un ait essayé d'utiliser cette procuration pour simuler une représentation. Et si tel est le cas, le problème devient grave pour eux, pas pour vous. » J'ai senti comme un poids s'enlever de mes épaules d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Mais il n'avait pas encore fini. Nous allons agir en 3 étapes. Premièrement, nous irons à l'étude notariale pour vérifier s'il y a eu un quelconque mouvement dans cette succession au cours des dernières années. S'il y en a eu, nous saurons qui a signé, quand et avec quel instrument légal. Deuxièmement, nous allons demander la saisie conservatoire du bien jusqu'à la fin de la succession, pour que personne ne puisse rien vendre ni transférer pendant la procédure. Et troisièmement, nous clôturerons la succession de la manière dont cela aurait dû être fait il y a des années, en mettant tout au nom de la personne à qui cela revient. Il a fait une pause, a croisé les mains sur le bureau. Et si une irrégularité est confirmée, nous envoyons la notification, avec des noms et des dates. Je lui ai demandé combien de temps cela allait prendre. Tout dépend de ce que nous trouvons chez le notaire, mais pour bloquer le bien, cela peut être l'affaire de quelques jours.
respirer profondément. « Et pour ce qui est de Julien ?» lui ai-je demandé. « C'est mon fils. Je ne veux pas le détruire, mais je ne vais pas me laisser faire non plus. » Maître Girard m'a regardé avec ce calme typique de celui qui a déjà entendu cette même phrase auparavant. « Madame Madeleine, la seule chose que vous cherchez, c'est que la justice soit faite. Ce qui lui arrivera après cela sera la conséquence directe de ce qu'il a lui-même décidé de faire. Vous n'êtes pas responsable des choix de votre fils. Vous êtes responsable des vôtres. » Je ne lui ai rien répondu, mais c'est resté gravé en moi. Nous avons passé encore 1 heure à travailler ensemble. Il a fait des photocopies de tous les papiers que je lui avais apportés, il les a classés par date, il m'a rendu les originaux dans une enveloppe scellée et il m'a demandé de les garder en sécurité en dehors de chez moi. Je l'avais déjà fait. Je lui ai dit qu'ils étaient chez ma sœur. Il a hoché la tête en signe d'approbation. En me levant pour prendre congé, il m'a tendu la main. « Vous avez très bien fait de ne pas attendre plus longtemps », m'a-t-il dit. Je lui ai serré la main et je me suis retiré. Sur le trottoir, le soleil tapait très fort. Je me suis arrêté un instant, j'ai fermé les yeux et j'ai senti la chaleur sur mon visage. Ce n'était pas encore un grand soulagement. Mais c'était le début de quelque chose. J'étais entré dans ce cabinet complètement seul, avec une pochette et mon histoire. Maintenant, j'en sortais avec un plan d'action. Et pendant qu'Amélie fredonnait dans ma cuisine en se sentant gagnante, l'horloge avait déjà commencé à tourner de l'autre côté de la table. Seulement, elle ne le savait pas encore. Maître Girard m'a appelé le mardi matin. Sa voix semblait la même que d'habitude, calme et sans aucune hâte. Mais ce qu'il m'a appris m'a obligé à m'asseoir au bord du lit avec les jambes tremblantes. Il y avait bien eu des mouvements. Quelqu'un avait essayé de lancer une procédure de transfert de propriété en utilisant cette procuration périmée qui portait mon nom. Chez le notaire, le processus avait été freiné parce qu'il leur manquait des documents complémentaires à fournir. Mais cette tentative avait été enregistrée, avec la date exacte, avec le nom. C'était le cousin de Julien. Maître Girard m'a prévenu que la saisie préventive était déjà officiellement déposée, qu'absolument personne n'allait réussir à bouger quoi que ce soit. Et qu'en plus, il avait programmé une réunion pour le vendredi à 10h du matin dans le cabinet d'un de ses confrères spécialistes en succession et en droit de la famille. Julien et Amélie devaient tous deux se présenter à cette réunion. Ils se chargeraient d'envoyer l'avis légal l'après-midi même. Je suis resté à fixer le sol après avoir raccroché. Je n'ai pas ressenti d'euphorie. J'ai ressenti cette sensation si lourde qui arrive quand quelque chose que vous saviez être vrai se transforme finalement en un papier, en une preuve, devient trop réel pour être nié. Cette nuit-là, je n'ai presque pas fermé l'œil, non pas à cause d'une angoisse incontrôlable. C'était l'insomnie silencieuse de quelqu'un qui sait parfaitement que le lendemain, quelque chose va changer et qui ne peut tout simplement pas éteindre la lumière et se reposer. Je suis resté allongé à écouter ma maison, le bruit du ventilateur dans leur chambre, le petit chien de la voisine dehors dans la rue, le tic-tac de l'horloge accrochée dans le couloir. Le mercredi et le jeudi, je me suis comporté exactement de la même manière que d'habitude. Je me suis réveillé tôt, je me suis préparé un café, je suis resté tranquille dans mon coin. Quand Amélie est entrée dans la cuisine, je lui ai dit bonjour. Elle m'a répondu sans même se tourner pour me regarder. Julien est arrivé à la maison le jeudi soir avec une mine de mauvais jour. J'imagine qu'il avait déjà reçu la notification. Il a marché directement vers sa chambre. J'ai réussi à entendre la voix d'Amélie là-dedans, très aiguë, comme si elle réclamait quelque chose. Il lui a répondu d'un ton bas. J'étais assise dans le salon avec le carnet sur mes genoux, faisant semblant de lire quelque chose. Mais la vérité, c'est que je prêtais énormément d'attention à tout. Le vendredi matin, je me suis réveillée à 5h30. Je suis allée prendre ma douche doucement. Je me suis séché le corps avec beaucoup de tranquillité. Je suis allée ouvrir mon armoire et je me suis mise à regarder mes vêtements pendant un long moment. J'ai choisi un chemisier bleu foncé que je m'étais cousu moi-même plusieurs années auparavant. Un pantalon noir et des chaussures fermées à tout petits talons. Rien de très voyant. Rien qui nécessitait de donner des explications. Je me suis regardée un moment dans le miroir. Je n'étais plus cette même femme qui était sortie du salon avec le sac serré dans la main et le cœur brisé en deux. Mais je n'étais pas quelqu'un de différent non plus. J'étais toujours la même Madeleine que d'habitude.
sauf qu'à cette occasion, je ne retenais rien. Je ne ravalais aucune colère. Je n'allais pas m'asseoir en attendant qu'une autre personne vienne faire ce qui était juste pour moi. J'ai attrapé mon sac en cuir marron, celui qui appartenait à René. J'ai mis à l'intérieur l'enveloppe avec les papiers originaux que Thérèse m'avait rendus 2 jours plus tôt. J'ai aussi mis mon vieux carnet avec les notes, la petite feuille où j'avais mis au propre les instructions que maître Girard m'avait expliquées et un stylo. J'ai fermé mon sac. Je suis retournée vers la fenêtre de ma chambre et j'ai regardé la cour pendant un instant. Le matin pointait à peine, le ciel était un peu nuageux et on entendait un petit oiseau chanter sur mon muret. Je me suis beaucoup souvenue de René, de cette façon qu'il avait de toujours répéter que ce petit terrain, c'était pour assurer l'avenir. À quel point il croyait que pouvoir laisser un patrimoine à la famille était la seule façon de prouver que ta vie avait vraiment valu la peine. « Ne t'inquiète pas !» ai-je dit presque dans un murmure, sans que personne ne m'entende. Ensuite, j'ai bien pris le sac, je suis sortie de la chambre, j'ai descendu l'escalier très doucement et je suis sortie par la porte de devant en essayant de ne faire aucun bruit. Le bus allait mettre 12 minutes. Je me suis assise sur le banc de l'arrêt, j'ai posé le sac sur mes genoux avec mes 2 mains et je suis restée à regarder la rue. J'étais prête. Le cabinet du confrère de maître Girard était dans un vieil immeuble du centre, avec un escalier en bois et une plaque discrète à l'entrée. Je suis arrivée à 9h40, 20 minutes en avance. La secrétaire m'a conduite dans une petite salle de réunion, une longue table, 6 chaises, une fenêtre avec les stores baissés. Il y avait une carafe d'eau au centre de la table et des verres en verre épais. J'ai choisi la place face à la porte. J'ai posé le sac à côté de la chaise, j'ai sorti l'enveloppe avec les papiers et je l'ai laissé devant moi, sur la table, sans l'ouvrir. Maître Girard est arrivé 5 minutes plus tard. Il m'a salué avec une poignée de main ferme, il s'est assis à côté de moi, a ouvert son porte-documents et est resté silencieux. À 10h02, j'ai entendu l'escalier grincer. La porte s'est ouverte. Julien est entré en premier. Il portait une chemise habillée, avec cette expression de celui qui ne sait pas exactement ce qu'il va trouver, mais qui essaie de faire semblant de le savoir. Amélie venait derrière. Bien habillée, rouge à lèvres sombre, sac de marque. Elle a balayé la pièce du regard dès qu'elle est entrée. Quand elle m'a vue assise là, elle s'est arrêtée pendant une demi-seconde. Juste une demi-seconde. Ensuite, elle a continué à marcher, elle a tiré la chaise de l'autre côté de la table et elle s'est assise sans rien dire. Julien m'a regardé. Je lui ai rendu son regard. Il a baissé les yeux. L'avocat qui dirigeait la réunion est entré juste après. Plus jeune que maître Girard, objectif, sans discussion de couloir. Il a salué tout le monde, s'est assis en bout de table et a ouvert son dossier sans cérémonie. « Je serai direct car les faits sont directs », a-t-il dit. « Nous sommes ici pour traiter du règlement de succession de M. René, ouverte il y a plus de 20 ans et jamais homologuée. Au cours de notre vérification, nous avons identifié une tentative de demande de transfert du bien dont le numéro de registre figure dans ce document. » Il a tourné une page. Cette demande a été déposée il y a 43 jours en utilisant une ancienne procuration émise au nom de Madame Madeleine, ici présente. L'étude notariale a stoppé la procédure par manque de documentation. La tentative a été enregistrée. Il a placé une copie du document au centre de la table. Amélie n'a pas bougé. Mais j'ai vu que sa main serrait l'anse de son sac. Julien a regardé la feuille. Ensuite, il a regardé l'avocat. Ensuite, il m'a regardé. Moi. « Maman, je peux t'expliquer ? » « Ce n'est pas encore votre moment pour parler, » a dit l'avocat avec éducation et fermeté. « Quand ce le sera, je vous préviendrai. » Julien a fermé la bouche. L'avocat a continué. Il a expliqué que la saisie préventive du bien était déjà enregistrée chez le notaire. Que toute tentative future de mouvement, sans la participation expresse et la signature de Madame Madeleine, serait cataloguée comme une tentative de fraude dans le cadre d'une succession avec des implications civiles et potentiellement pénales. Que le nom du cousin de Julien, identifié comme responsable de la démarche, avait déjà été formellement notifié. Ensuite, il a poussé une deuxième feuille au centre de la table. Voici l'avancement de la succession que Madame Madeleine a demandé à finaliser.
avec les biens dûment identifiés et les droits enregistrés. Le terrain reste intégralement à son nom. La maison où Madame résidait fait également partie de l'héritage et est en cours d'évaluation. Monsieur Julien, en tant qu'héritier, a droit à la part que la loi détermine, ni plus ni moins. Silence. Amélie a été la première à parler. C'est absurde. Sa voix est sortie contrôlée, mais avec cette tension en dessous qu'on ne peut pas cacher. Elle est restée des années à vivre chez nous, sans payer un seul centime, et maintenant, Madame Amélie. L'avocat a levé la main avec calme. Vous n'êtes pas une entité légale dans cette procédure. Celui qui est héritier ici, c'est Monsieur Julien. Votre présence dans cette salle est sur invitation. Je vous demande de respecter l'espace. Elle est devenue rouge. Elle a croisé les bras. Elle a regardé sur le côté. Julien restait silencieux. Ce silence de quelqu'un qui est assis à l'intérieur de quelque chose qu'il a lui-même construit et qui n'a maintenant nulle part où aller. Je l'ai observé pendant un moment. Je n'avais pas de colère. J'avais une tristesse différente, plus profonde, de celles qui ne crient pas, ne pleurent pas, qui ne font que peser. C'était l'enfant que j'avais bercé, à qui j'avais appris à lasser ses chaussures, que j'avais porté sur mon épaule quand il avait de la fièvre, que j'avais applaudi à sa remise de diplôme. Et il était assis de l'autre côté d'une table de réunion, comme si j'étais une adversaire. Ce n'est pas moi qui ai choisi ça. L'avocat a fini de présenter les documents, a expliqué les prochaines étapes de la procédure et a demandé s'il y avait un doute légitime à soulever. Julien est resté à regarder la table. Ensuite, il a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis qu'il était entré dans la pièce. « Maman, je ne voulais pas en arriver là. » J'ai laissé la phrase atterrir. J'ai pensé à tout ce que je pourrais lui dire. J'ai pensé aux années de couture, aux frais de scolarité, à l'armoire que j'avais vendue, au dentiste que j'avais repoussé, à René qui n'était plus là pour voir tout ça. J'ai pensé au repas de famille, à la nappe blanche que j'avais moi-même mise, aux parents qui sont restés à regarder leur assiette pendant qu'il annonçait la chambre en location comme si j'étais un problème à résoudre. J'ai pensé à tout ça. Et j'ai choisi une seule phrase. Je l'ai regardé avec calme, sans trembler, sans élever la voix, et je lui ai dit « Moi non plus ». Ensuite, j'ai attrapé mon enveloppe, je l'ai mise dans le sac, je me suis levée, j'ai pris congé des avocats d'un geste, et je suis sortie de la salle. J'ai descendu l'escalier en bois doucement, en écoutant chaque marche grincer sous mes chaussures. Je suis passée devant la secrétaire, qui m'a souhaité une bonne journée. J'ai ouvert la porte de l'immeuble et je suis sortie dans la rue. Le soleil était fort. Un soleil du vendredi matin, ordinaire, sans rien de spécial. Je me suis arrêtée sur le trottoir pendant 1 seconde. Il n'y avait pas de caméra, il n'y avait pas de public. Il n'y avait personne pour m'applaudir. C'était juste moi, la rue, le bruit de la circulation et ce soleil qui me frappait le visage. Et c'était suffisant. J'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus, je me suis assise sur le banc, j'ai mis le sac de René sur mes genoux, avec mes 2 mains, et je suis restée à regarder la rue. 30 ans de sacrifice, 20 et quelques de veuvage, des mois à être effacés, à être exclus, à voir des portes se fermer à mon nez sans faire de bruit. Et à la fin, il a suffi d'une pochette de documents, d'un avocat très calme et d'une chaise face à la porte pour tout résoudre. Je n'ai pas eu besoin de crier. Je n'ai pas eu besoin de supplier. Je n'ai pas eu besoin de prouver à qui que ce soit que je méritais le respect. Les papiers l'ont fait pour moi. Le bus est arrivé. Je suis montée, j'ai payé mon ticket et je me suis assise près de la fenêtre. Pendant que la ville défilait à l'extérieur, j'ai réalisé que je respirais différemment, plus profondément, plus lentement, comme quelqu'un qui a enfin pu relâcher son souffle. Dans les mois qui ont suivi, la procédure de succession s'est terminée. Le terrain est resté à mon nom, intégralement, comme cela aurait toujours dû être. La tentative de transfert irrégulier a été enregistrée formellement. Le cousin de Julien a reçu une notification civile. On ne l'a pas mis en prison, mais son nom est resté lié au dossier. N'importe quelle étude notariale qui réviserait son historique allait trouver cet antécédent juste là. Julien a perdu le droit à la part qui lui serait revenue s'il avait agi de manière propre. Quand tu essaies de frauder dans une succession, la loi ne te traite avec aucune gentillesse. Maître Girard me l'a expliqué avec ce calme qui est le sien, sans rien célébrer, juste en m'informant.
Ce qu'il lui est resté, c'est ce que la loi a dicté après tout le processus. Ni plus, ni moins. Amélie ne m'a jamais appelé. Elle ne m'a jamais envoyé de message. Ni pour m'insulter, ni pour me demander pardon. Elle a tout simplement disparu de ma vie comme si je n'avais jamais existé dans la sienne. Je crois que ça a été le plus grand soulagement de tous. Julien a essayé de m'appeler 3 fois au cours de ces mois. Je lui ai répondu une seule fois. Il m'a dit qu'il regrettait beaucoup, qu'Amélie l'avait influencé, qu'il n'avait pas bien réfléchi aux choses, qu'il voulait tout arranger. J'ai tout écouté. Quand il a eu fini, je lui ai dit qu'il allait falloir bien plus qu'un simple appel, et que pour l'instant, ce dont j'avais besoin, c'était de la distance. Il ne m'a plus jamais appelé. Je ne sais pas si un jour, lui et moi, nous arrangerons à nouveau les choses. Je ne sais pas si ses regrets sont sincères, ou si c'est ce genre de culpabilité qui n'arrive que quand on fait face aux conséquences. Je sais qu'il reste mon fils et que ça ne va pas disparaître. Mais je sais aussi que l'amour n'est pas un prétexte pour laisser quelqu'un vous traiter comme si vous ne valiez absolument rien. Ces deux choses peuvent exister exactement en même temps. J'ai vendu le terrain 6 mois après que la succession a été homologuée. Le promoteur immobilier qui achetait des parcelles dans la zone m'a fait une offre financière à laquelle je ne m'attendais même pas. C'était suffisamment d'euros pour pouvoir changer mon style de vie sans précipitation et sans aucune peur. J'ai téléphoné à ma sœur Thérèse ce jour-là même. « Thérèse, tu te souviens que tu disais toujours que tu aimerais que j'aille vivre plus près de chez toi ?» Elle est restée silencieuse pendant une seconde. Ensuite, elle a ri. « Madeleine, s'il te plaît, arrête de me faire pleurer l'après-midi. » J'ai changé de ville 2 mois plus tard. J'ai pris ce qui était véritablement à moi, ce qui tenait dans mes valises et dans mon cœur, et je suis partie. La ville où habite Thérèse est plus petite, beaucoup plus calme, avec une petite place centrale qui a de vieux arbres et de petits bancs en ciment, et des gens qui vous disent vraiment encore bonjour. J'ai loué une petite maison à 10 minutes à pied de chez elle. 2 chambres, sa cour, une fenêtre par où entre le petit soleil du matin. J'ai mis ma machine à coudre là-bas, dans la chambre du fond. Je n'ai plus besoin de travailler par nécessité. Mais je couds parce que j'aime ça, parce que c'est avec mes mains que j'ai toujours compris le monde. Le samedi, je prends un café avec Thérèse. Le dimanche, je vais à la messe. De temps en temps, Nadine m'appelle et nous restons 1 heure au téléphone sans nous dire quoi que ce soit d'important, ce qui est exactement le genre de conversation qui fait vraiment du bien à l'âme. Je n'ai pas de rancune. La rancune est un poids trop lourd à porter quand on a encore de la vie devant soi. Ce que j'ai, oui, c'est une immense clarté. La clarté que je n'ai absolument rien fait de mal. La clarté que je me suis tuée au travail, que j'ai élevé, que j'ai tout donné de moi et que malgré ça, il y a eu quelqu'un pour penser que j'étais totalement jetable. Et la clarté de savoir qu'être vu comme un déchet dans la tête d'une autre personne ne vous rend pas vraiment un déchet. C'est ce qui m'intéresse le plus que vous entendiez, si d'aventure vous écoutez cette histoire en ce moment. Votre âge n'a pas d'importance. Cela n'a pas d'importance si vous avez déjà eu un enfant, si vous vous êtes déjà marié, si vous avez déjà fondé toute une famille, ou si vous avez absolument tout donné pour une seule personne. Vous ne perdez jamais le droit d'être respecté. Par personne, en aucune circonstance. Et quand une autre personne essaie de vous convaincre que vous n'avez plus ce droit, ne la croyez pas. Levez-vous, tenez bien votre sac et allez chercher exactement ce qui vous appartient. Parce que, comme René me le répétait, ce petit terrain, c'était pour assurer l'avenir. Et il n'imaginait même pas à quel point il avait raison. Le détail, c'est que ce n'était pas l'avenir qu'Amélie s'était imaginé. C'était mon avenir. Si mon histoire vous a touché, mettez-moi un commentaire par ici en me disant de quelle ville vous m'écoutez. Et restez un moment de plus avec moi dans les prochaines vidéos qui vont apparaître à l'écran. Il y a peut-être quelqu'un là-bas qui a besoin d'entendre tout ça aujourd'hui.